Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21h. Ce soir, on accueille une nouvelle invitée, Samira Salavi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à qui? Alors, vous êtes fondatrice d'Extrême-Merience. Oui, hein c'est pas simple à dire. C'est pas simple à dire, mais je le dis bien, Extrême-Merience, parce que vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Mais avant de nous expliquer tout ça, qui est Samira Salavi? Samira Seltani, c'est une jeune femme passionnée, créative, qui a toujours plein de projets, et voilà, et qui... Elle est de quelle origine? Elle a grandi où? Elle est née où? Voilà, c'est ça qu'il voudrait savoir. Alors ça, donc elle est d'origine berbère marocaine, dont les parents sont natifs d'Essaouira. Et je suis née à Casablanca. Je suis venue en France, j'étais toute petite, j'étais bébé encore. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Non, mais je sais pas. Non, mais c'est-à-dire que quand tu es venu en France bébé, tu t'es installé où? Tu as grandi où? Alors, ça fait 45 ans que je suis à Besançon. Ah, t'es arrivé à Besançon, t'as pas bougé de Besançon? Pas bougé. J'ai déménagé, mais j'ai pas bougé. Il y a donc, la semaine dernière, on a reçu une personne qui est d'Argenteuil, oui, qui s'occupe de l'ATMF, l'Association des travailleurs marocains de France, qui s'appelle Espace, et qui s'occupe de la question des femmes, qui a un espace femmes à Argenteuil. Donc tu vois comme quoi, on n'est pas, nous aussi, on a failli pas bouger entre 2 semaines, on n'est pas sorti du territoire là-bas. Donc tu as grandi à Besançon. Oui. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé quand on est jeune fille, de parents qui arrivent, qui débarquent, comment ton histoire, quoi, comment ça... Mon histoire, mon père est arrivé au début des années 70 pour travailler dans les usines Talbot. Et Talbot à Poissy? Oui, exactement. Et en 74, ma mère l'a rejoint en France avec moi et mon grand frère. Et on était installés à Besançon. Et puis, 4 ans plus tard, mon petit frère est né. Et voilà, on était une famille... classique, hein, avec un père qui travaille. Ma mère aussi s'est mise très vite à travailler aussi. Pour aider, pour aider, pour avoir un peu plus... Et puis, elle avait un avantage, c'est qu'elle parlait très très bien français, parce qu'au Maroc, elle travaillait pour des juifs. Donc, toute petite, elle a appris très vite à parler français. Donc, elle n'avait pas de barrière de langue. Après, elle a pas fait elle a fait des ménages, hein, mais du coup, elle s'est très vite fait des amies françaises. Donc du coup, on était, des souvenirs que j'en ai, en fait, on avait quasiment pas beaucoup d'amis marocains. On était plutôt toujours chez Chantal, voilà, Donc ils nous ont plutôt fait grandir et entouré de gens qui nous ont permis de nous intégrer réellement, en fait. Hein. Moi, même mes parents, ils ne parlaient qu'en français. J'ai pas grandi avec la langue. J'ai commencé à apprendre à... Ta Bazir, tu connais pas alors? Alors non, je la comprends, mais je la parle pas. J'en veux beaucoup à mes parents d'ailleurs, parce que pour moi c'est une richesse, c'est un trésor de savoir parler plusieurs langues, et d'autant plus sa langue originaire. Et j'ai commencé à apprendre à parler marocain quand je me suis mariée, donc à 25 ans. Donc, mis à part ça, non, mes parents... Mais c'était l'arabe marocain, pas le marocain, Bazir, oui, voilà, parce que mon mari n'était pas berbère, il était d'origine marocaine, mais... Donc à part Aoui Darlom, Badchet, tout ça, voilà, c'est tout Aoui Darlom, Fos, c'est tout ce que tu connais. Voilà, je peux comprendre une conversation berbère, mais après, pour la rendre, c'est... Non, mais c'est pour ça que là, aujourd'hui, il y a des choses que je suis en train de faire qui ont un sens pour moi. On en parlera après. On en parle après, oui. Ouais. Alors, donc, du coup, cette enfant, cette petite Samira, qui est arrivée, qui s'est développée, elle a fait quoi? À l'école, comment ça s'est passé? Ça se passait bien, les études? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Moi, j'étais très rêveuse. C'est quoi ses rêves? J'étais très rêveuse. Je me souviens, à 6 ans, la maîtresse disait: qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais être chanteuse, danseuse. Voilà, j'avais une attirance vers tout ce qui était des métiers artistiques. Donc je chantais, je dansais sur les tables, c'est moi qui faisais l'animation à la maison. J'étais tout le temps en train de chantonner partout, à droite à gauche. J'avais des rêves d'artiste. Et à l'école, j'étais moyenne. Mais en fait, je sais pas si ça fait naturellement, mais j'ai toujours été meilleure amie des meilleurs élèves de la classe. Du coup, j'ai jamais galéré. Ça m'a permis d'aller jusqu'au bac sans redoubler. J'ai passé mon bac, j'avais 17 ans. Mais parce que j'avais toujours une de mes bonnes amies qui pouvait me dépanner de mes devoirs que j'arrivais pas à faire, de quelque chose que j'avais pas compris. Et j'ai avancé, j'ai fait ma route comme ça, sans avoir des notes extraordinaires, en étant moyenne comme ça, jusqu'à la fin du lycée.
Donc ouais, tu voulais juste traverser la vie tranquillement, sans encombre. C'est ça. Du coup, je me suis mis inconsciemment des stratégies en place, hein, et puis voilà, ça m'a permis d'avancer. Et puis j'avais des rêves d'artiste, donc arrivé à la fin du lycée, après le bac, je voulais faire des études de psycho parce que j'étais déjà attirée par comprendre l'humain. Et à l'époque, c'était sur Minitel. J'avais pas réussi à trouver une place à m'inscrire. Du coup, je m'étais retrouvée sans rien, un petit peu comme le Parcoursup d'aujourd'hui en fait. Du coup, je me suis lancée directement dans la vie active. Je me suis dit, si c'est pas ça, je vais pas faire autre chose. Il n'y a rien qui m'intéresse. Voilà. Et j'étais déjà un petit peu, parce que j'ai commencé à travailler déjà quand j'étais au lycée, après les cours, pour faire un petit peu d'argent. Et je faisais des aides aux devoirs dans les quartiers. Et qui était gérée par ça s'appelait la maison de l'enfance, c'était une maison de quartier qui était subventionnée par la DAS avec des éducateurs spécialisés. Donc du coup je donnais déjà des coups de main d'aide aux devoirs le soir. Et puis après le bac, n'ayant pas poursuivi mes études, ils m'ont proposé de me financer mon BAFA et de me prendre au sein de l'équipe pour pouvoir faire d'animation, voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai voulu aller plus loin dans l'animation parce que ça me plaisait. Donc j'ai fait une petite formation, je suis partie travailler en club de vacances, je suis revenue, j'ai travaillé. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup la nuit, j'animais les karaokés. Ah, pourquoi animer les karaokés? Parce que je chantais déjà. Parce qu'en fait, Ah oui, des petits, déjà tu montais sur la table pour enflammer tout le monde à travers le chant. Alors j'ai commencé à chanter vraiment à 17 ans. En fait, je faisais les chœurs dans un groupe de rail qui faisait du rail très moderne pour l'époque. Et je faisais des chœurs avec une amie en américain. On chantait les chœurs, mais plutôt modernes, donc c'était plutôt bien. Et puis après, toutes les deux, on a monté un groupe de soul funk. Et on a commencé à faire des petits concerts. C'est la mode à l'époque, le soul funk. C'était la mode. Donc on s'est trouvé des amis musiciens, on a fait un petit groupe comme ça. Et puis on chantait, on faisait des concerts de quartier, on chantait aussi dans un bar à Paris qui a fermé maintenant. On a fait ça pendant quelques années, c'était les années jeunesse. Et donc du coup c'était naturel pour moi d'aller vers l'animation karaoké. En plus c'était le début du karaoké. Puisque j'ai fait ça, c'était en 95, donc c'était le boom, ça venait d'arriver depuis 2-3 ans en France. Donc du coup, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Hein. Ah ouais, quand même. Jusqu'à que je me marie. Alors là, ce que j'ai le mariage, ça t'a arrêté net? Oui, le mari surtout. Ouais, j'ai compris, c'est pour ça que j'ai pas dit le mari. T'as vu quand même que j'étais un peu réserve. C'est fou ça, c'est souvent les grandes choses, ça toujours à la porte du mari, tout ça. Pourquoi il est... Non, mais c'est bizarre parce que lui aussi était de la nuit, il était DJ jockey. Mais du coup, quand il m'a accompagné quelques fois sur mes soirées, il voyait bien que j'étais très sollicitée. Même si moi, je donnais pas suite aux sollicitations, mais c'était le milieu de la nuit, j'étais une jeune femme. Heureusement, je buvais pas d'alcool, donc je sombrais jamais. Une jeune femme pleine de charme en plus. Hein. Merci, c'est gentil. Tu dis, t'es toujours une jeune femme. Hein, voilà. Un peu plus vieille, mais bon. Mais toujours jeune. Dans ma tête, oui. Voilà, quand on aime, on a toujours 20 ans. Voilà, dans ma tête. 20 ans et des poussières, parfois. Il y a beaucoup de poussières, mais ça, c'est 20 ans. Et ça reste. Donc du coup, voilà, en tout cas, le karaoké, ça m'a permis déjà de découvrir vraiment le monde de la nuit, et puis ça m'a permis d'animer dans des endroits insolites, hein, puisque je travaillais pour une société de production, donc du coup j'ai fait des karaokés dans des prisons. Ah oui. Oui, dans des fêtes, des mariages, enfin, pas mariage, mais en tout cas des fêtes qui étaient organisées par des privés. J'ose même pas le dire, mais je me suis même retrouvée dans un bar à pute, à Pigalle. Ça, on va pas le dire, on va l'enlever. Alors, vous l'avez pas entendu parce que voilà, la télé, tout ça. C'est un souvenir qui est resté, mais enfin, c'était pas une soirée. Oui, je sais, j'ai compris. C'était un truc, ouais, non, mais c'était le karaoké, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est un métier. Enfin, en tout cas, c'est une période de ma vie qui était là. Bon, j'ai traversé plusieurs métiers dans ma vie et au début, je pensais que c'est parce que j'étais perdue, que je savais pas ce que je voulais faire, que je me cherchais. Et en fait, je me rends compte que j'ai fait les métiers de ce que j'étais au moment où je les ai faits. Donc j'ai commencé par l'animation.
Ensuite, l'animation en grand groupe, plutôt animation enfants, adolescents, club de vacances. Ensuite, animation karaoké, où là j'étais indépendante dans mon travail. Et puis après, j'ai traversé d'autres métiers, puisque quand je me suis mariée, j'ai quitté le monde de la nuit. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire donc, en sachant que je m'étais arrêtée au bac, donc j'avais pas plus que le bac à ce moment-là. Oui. Du coup, j'ai pris un journal et je l'ai ouvert comme ça. Et je dis, je vais regarder les annonces. Je fais comme ça et je vois une annonce agent de voyage. Je dis, ça c'est pas mal les voyages. Moi, j'ai fonctionné toute ma vie comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que je vais faire agent de voyage. Et du coup, j'avais pas les diplômes qu'il fallait, mais j'ai réussi à séduire la directrice de l'agence pendant l'entretien. Et elle m'a donné ma chance. Et peut-être que ce qui m'aidait dans la vie, c'est que j'étais très curieuse et j'ai toujours été autodidacte. Du coup, j'ai mis à l'honneur sa confiance, dans le sens où je me suis mis, moi, à réviser à la maison le soir, la géographie, les pays, tout ça, pour être crédible le plus rapidement possible dans mon travail. Auprès des clients et tout ça. Voilà, auprès des clients, et puis même par rapport au reste des agents de voyage qui étaient là. Et très vite, j'ai performé très vite, et puis j'ai fait ça pendant 7 ans. Puis après j'en ai eu marre, donc j'ai changé. J'avais un peu voyagé, j'avais un peu, voilà. Donc et ma vie, ce n'est qu'une succession de changements, mais parce que je pense que les changements sont en lien avec mon évolution personnelle, et au fur et à mesure, voilà. Quand j'ai quitté le voyage, j'avais envie de faire du théâtre, donc je me suis inscrite au cours Florent. Oui. Voilà. Après les cours Florent, j'ai ouvert un cours d'improvisation théâtrale pour les gens qui avaient envie de prendre un peu confiance en eux. Et puis ça payait pas, donc à un moment donné, il fallait revenir à la réalité. Donc je me suis dit, et à cette part-là, j'étais en galère de voiture. Alors je cherchais un travail avec une voiture. Et donc donc je me suis t'as retrouvée trouvé commerciale. Un travail avec une voiture. Voilà, donc ça m'a bien dépanné pendant 3 ans, j'ai fait ça. Et puis après, là, j'étais vraiment arrivée. C'était vraiment. Là, pour le coup, c'était pas une attirance comme le voyage, c'était vraiment pour vivre, quoi. Et avoir une voiture. Et avoir une voiture, non, c'était super important. Avoir une voiture. Oui, parce qu'à l'époque, du coup, je me retrouve toute seule avec ma fille, j'avais pas de voiture, c'était vraiment contraignant. Et puis voilà, les années passent et je me remets en question à un moment donné. Je me dis, après ce travail-là, je me dis non, c'est pas possible. Là, ça, il faut que quelque chose me reprenne, me repassionne. Il faut que je me remette dans quelque chose qui me ressemble. Et je décide à ce moment-là de commencer à m'intéresser au développement personnel. Et par le biais d'une amie, j'arrive à intégrer une formation d'hypnose. Et alors là, ça me prend. Ça fonctionne vraiment, peut-être pas l'hypnose? Ça fonctionne pas sur tout. On dit que ça fonctionne sur 80% des gens, en sachant qu'en fait, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui est naturel chez l'être humain, puisque le cerveau se met dans cet état tout seul toutes les 90 minutes pour pouvoir se reposer. Quand tu prends ta voiture ou que tu prends les transports en commun et qu'à un moment donné, tu te retrouves arrivé devant chez toi et tu ne te souviens plus de la route que tu viens de faire, ton inconscient connaît le chemin, il a pris le relais et ça permet à ton cerveau de se reposer. Donc, dans l'absolu, c'est un état que notre corps connaît naturellement. Après, quand on vient te chercher pour t'hypnotiser sur quelque chose de bien précis, on dit que 80% des personnes peuvent être hypnotisées, quoi. Voilà, exactement. Et il y a 20% qui sont très résistants, ou peut-être il va falloir un travail beaucoup plus long et poussé pour pouvoir les emmener en état modifié de conscience. Et donc, tu as hypnotisé tout le monde? J'ai commencé à hypnotiser ma belle-sœur, ma fille. Et puis, surtout moi, en fait, j'avais envie aussi de travailler, de faire un travail sur moi, de comprendre des choses. Du coup, ça m'a amené après à faire une formation en PNL, programmation neurolinguistique, qui est aussi dans le même schéma de la compréhension de comment on fonctionne, comment on peut faire pour se changer, pour se programmer, se déprogrammer, aller vers un mieux, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des projets personnels, des blocages, des choses qui nous empêchent d'avancer en fait. Et à partir de là, une fois que j'ai passé ces 2 formations, je me suis dit, j'ai fait du théâtre, j'ai fait
d'hypnose de la PNL, j'ai fait ceci, cela. Qu'est-ce que je peux faire comme métier qui réunit tous ces outils? Et en réfléchissant, je me suis dit, tiens, pourquoi pas devenir formatrice et créer mes propres formations où je mettrais un petit peu de tout ça. Du coup, je suis retournée à l'école. Je suis retournée à l'école à 38 ans et je suis partie passer mon diplôme de formatrice professionnelle d'adulte. Et à partir de là, donc ça c'était en 2012, j'ai commencé à créer mes propres formations. Et puis à les tester. Sur ta fille, ta belle-sœur. Non, et... là pour le coup, il fallait un peu que ça soit un peu plus vrai. Donc j'ai commencé à faire des interventions dans des structures. Alors non, j'ai commencé par faire des séances d'hypnose en tête-à-tête avec des particuliers. Qui avaient des objectifs de changement de carrière, ou qui avaient des problèmes personnels, relationnels. J'ai fait ça pendant 1 an et ça m'a étouffée. J'étais dans une bulle, je recevais les gens chez moi et, avec leurs problèmes et je sentais bien que juste utiliser des outils, avoir une conversation en tête-à-tête, il y avait un cap que les gens n'arrivaient pas à passer. Et je sentais qu'il y avait des choses qu'il manquait une dynamique de groupe, qu'il manquait aussi une mise en action du corps, au-delà de juste rester dans la tête. Et tout ça, ça m'a amené à réfléchir à plein de choses. Et sur ma route, en 2014, j'ai croisé un philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes. Et je m'intéressais à un jeu qui venait de sortir, qui s'appelait le jeu du Phénix, qui est un jeu de tarot philosophique. Et en m'intéressant à ce jeu, on a discuté, il m'a dit moi j'essaye de monter des formations de philosophie appliquée, ça t'intéresserait de faire ce travail avec moi? Je lui ai dit ok, du coup j'ai travaillé 1 an avec lui, avec lui son équipe, on a développé des formations de philosophie appliquée à partir du système, à partir du système de son jeu, parce que le jeu du Phénix en lui-même on ne pouvait pas l'introduire en entreprise et du coup mais par contre le système lui fonctionnait, peu importe. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, ça m'a éclaté parce que je l'ai suivi partout dans ses conférences dans toute la France, ça m'a beaucoup nourri d'être aux côtés d'un philosophe, parce que ça c'est aussi un côté que moi j'avais pas forcément exploré sur mon parcours. Je m'étais arrêtée en terminale, enfin après le bac. Au lycée on fait un peu de philo mais pas beaucoup. Et du coup 1 année avec lui ça m'a enrichi. Juste de quoi passer le sujet du bac. Juste de quoi passer exactement, le sujet du bac. Juste de quoi passer. Et du coup j'ai découvert la philosophie avec lui. J'ai découvert la philosophie, ça m'a... J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et du coup, ça m'a permis aussi de découvrir un autre côté de moi, une autre facette de moi. Donc ça m'a beaucoup nourri. Et tout ça, toutes ces expériences, plus les formations que j'ai faites, tout ça, ça a nourri mon esprit et ça m'a aidé à développer ce que j'ai développé après, en fait. Tu sais, c'est comme si tu mettais plein de boissons dans un check-up, tu secoues et hop, un super cocktail. C'est un peu ça, mais si tu veux, je mets plein de choses de par mes expériences, des influences différentes, et je mets tout ça à disposition de mon cerveau. Je ne sais pas comment il fait. Il secoue tout seul là-haut, et après il me fait des propositions que moi-même je ne maîtrise pas. Voilà, je ne peux même pas dire que c'est conscient. Il y a des choses parfois qui me viennent, je ne peux pas te dire comment elles arrivent. Alors ça, c'est souvent les gens qui sont créatifs, qui ont des cerveaux qui fonctionnent. On se demande d'où viennent les idées et ça passe tout seul. On a l'impression que, on est sous hypnose permanente, quoi, ça les secouer, ce cerveau. Mais il y a un truc quand même qui t'anime. Quand je t'écoute, on sent quand même que tu es passionné. Tu es une personne qui fonctionne par passion. Oui. Ça, enfin, je te fais pas la truc psy, là. Mais je trouve que c'est important parce que, non, mais c'est un moteur. Tu me dis, je sais pas comment ça arrive. Ça arrive par passion. Quand on est passionné, effectivement, les choses, on a envie de les réussir, de les faire. On est vraiment plus, en vérité, contrairement à ce que tu me dis, ça arrive tout seul comme ça, on est quand même plus stressé, plus dans cette envie de faire fonctionner le truc, quoi, quand même. Hein. Ouais, moi je suis un peu de ceux qui aiment créer, mais j'aime pas gérer.
C'est-à-dire que et je pense c'est ce qui fait aussi le fait que je recommence à chaque fois une nouvelle histoire. J'adore partir de la case zéro et de mettre en place et de créer tout ça. Et une fois que c'est créé, j'ai envie de le donner à quelqu'un et de lui dire vas-y tiens, moi il va aller faire autre chose. Ben, ce que tu as fait dans ta carrière, dans ton parcours. Mais Extrême-Orient, c'est un peu ça, non? Parce que ça veut dire quoi, Extrême-Orient? Alors, donc Extrême-Orient, c'est l'association que j'ai créée maintenant, c'était en octobre, à peu près en juin 2017. C'est un condensé de extrême et d'expérience. Et du coup, j'ai condensé les deux mots pour me dire, voilà, je vais essayer de proposer à des gens des expériences extrêmes, mais pas extrêmes dans le sens qu'on connaît habituellement dans le sport, qui signifie quelque chose de grandiose, hors norme ou pas accessible à tout le monde, mais extrême dans le sens où on a chacun notre extrême. Et donc à partir du moment où tu viens faire une expérience avec moi, ce que je te propose, c'est d'aller te confronter à ton extrême. Donc voilà, c'était un condensé de ces deux mots. Alors, comment ça marche et quelles sont toutes ces expériences-là dont tu vas nous parler? Parce que J'en ai eu d'autres, hein, mais je t'ai pas tout dit. Non, mais on va venir aux autres parce que c'est l'émission, c'est 32 minutes sur ça, on n'aura pas le temps, hein, c'est bien. Mais parce qu'en plus, tu as des choses à dire intéressantes, ce sont très qu'au Maroc, ce que tu fais, et revenir à l'origine, tout ça c'est... Alors, explique-nous comment fonctionne l'extrême-orient et quels sont le trek, etc., les actions que tu mènes pour faire ça. Alors, à la naissance de ce projet, je me suis dit... j'ai envie d'accompagner les gens parce que je fais du coaching, de la formation, mais en groupe. Je veux que les gens soient en groupe parce que je crois en la dynamique du groupe. Ça change complètement la donne. Et j'ai réfléchi, je me suis dit d'où viennent les mots des gens, les mots MAUX. Et le constat que j'en ai fait, c'est peu importe ton problème dans la vie, que ce soit personnel, professionnel ou autre, il y a un facteur commun, c'est qu'il est généré généralement par une peur. Et je me suis dit, bah voilà, le problème des gens, en général, dans toute leur vie, c'est une peur qui les habite quelque part et qui, du coup, leur provoque des blocages. Donc je me suis dit, il faut que je crée quelque chose dans ce sens-là, de dire, je veux libérer les gens. C'est un peu audacieux ou prétentieux, on sait rien, mais en tout cas, le but de la création de cette association, c'était de me dire, je veux trouver un système pour libérer les gens, mais je veux le faire autre qu'entre quatre murs, en parlant juste à tu vois, une tête. C'est-à-dire qu'on est un corps, on a des émotions et on a un cerveau, et tout ça, ça fonctionne ensemble. Il faut que tout ça, ça agisse ensemble. Donc je me suis dit, c'est bien sympa, les formations de développement personnel où tu accompagnes les gens, mais à un moment donné, si les gens ils restent le cul posé sur une chaise à t'écouter, à prendre des notes, je ne suis pas bien sûre que ça fonctionne sur tout le monde. Et surtout, je me suis dit, si à un moment donné, tu permets pas au corps de vivre l'expérience avec ta tête, c'est difficile de passer le cap. Et donc j'ai commencé à réfléchir à des jeux parce que je m'intéresse beaucoup à la pédagogie alternative et les pédagogies ludiques et j'aime à croire que même pour l'éducation nationale, il y a d'autres façons d'apprendre, dont celle de faire jouer les gens pour leur permettre justement de sortir d'eux-mêmes et de se permettre de faire des choses qu'ils ne font pas habituellement. Donc je me suis dit, il faut que je crée des jeux où je vais pouvoir confronter les gens à leurs peurs et qu'ils puissent, eux, aller expérimenter leurs limites. Oui. Et j'ai commencé à créer, je me suis posée, puis j'ai commencé à écrire, et je me suis dit, tiens, je vais essayer j'ai listé toutes les peurs qui existaient, et je me suis dit, je vais trouver un défi pour chaque peur. Un défi pour pouvoir dépasser ou se confronter à cette peur. Et donc j'ai créé comme ça, au début, 150 défis. Et je me suis dit, maintenant, il faut que je les teste. J'ai réalisé. Sur ma fille, ma belle-sœur. Alors ma fille, non, mais du coup, beaucoup d'amis que j'ai réunis. Que j'ai perdu depuis. Non, ils sont toujours là. Heureusement, j'ai de la chance, je suis entourée. Du coup, j'ai fait plusieurs sessions où je les ai mis en conditions réelles de la manière dont j'avais imaginé. Et puis, ça se passe dans la rue, hein. Donc voilà, des enveloppes, des missions, allez, hop. Et donc du coup, après, je me suis nourrie de leur retour, de ce qu'ils avaient vécu, des choses qu'ils auraient préféré avoir, pas avoir. Et à partir de là, j'ai peaufiné mon expérience et après, j'ai pu la proposer à d'autres personnes. Mais je ne voulais pas faire que ça, donc je voulais d'autres jeux. Donc je me suis dit, alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Du coup, après, j'ai créé mes dîners blind food. Donc c'est des dîners que j'organise à Paris, où je donne un rendez-vous aux gens qui s'inscrivent, qui ne se connaissent pas.
Je leur donne rendez-vous dans la rue et je leur bande les yeux. Et je les emmène à un endroit où ils ne savent pas où ils vont et surtout ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Parce que le but du jeu, c'est de créer une cohésion d'équipe, puisque je les mets en équipe, reconnaître ce qu'ils mangent et se confronter à la peur du noir, au lâcher-prise, à la perte de contrôle. Ils mangent les yeux bandés. Les yeux bandés, ils mangent avec les mains. Parce qu'il y a une reconnexion avec le corps, parce que on sait que biologiquement, quand on mange avec les doigts, il y a une connexion qui se fait au niveau de la bouche, et donc il y a des papilles. Je comprends mieux pourquoi je mange toujours avec les mains. Oui. J'ai le tort de mettre toujours les mains, mais ça c'est culturel. Je pense que depuis petit, je tourne autour des plats de ma mère, et donc ça c'est resté comme un plaisir. Mais tu sais, je pense que nos cultures, il y a des choses qui se faisaient à d'autres époques, pas pour rien. Quand tu sais aujourd'hui qu'on arrive à t'expliquer scientifiquement que quand tu manges avec les mains, il y a des connecteurs, des connexions au bout des doigts qui sont reliés à ta bouche et à ton système digestif, et que le fait que tu aies déjà la sensation de ce qui arrive en termes de matière, d'aliments, l'estomac peut déjà préparer la réception parce qu'il sait déjà ce qui va plus ou moins arriver. Voilà, la consistance, et donc ça permet une meilleure digestion, et donc aller retrouver les sensations des odeurs, du goût, mais aussi du toucher, remettre en action, en activité tous ces sens en dehors de la vue, parce qu'aujourd'hui on est une société où tout n'est qu'image, et du coup on en oublie le reste, et c'est important de se reconnecter à l'ensemble de ce qu'on est. Donc j'ai créé ces dîners blind food que j'adore faire, parce que c'est toujours des moments hyper intenses et hyper riches, et les gens aussi, enfin en tout cas l'expérience qu'ils en retirent, c'est vraiment un moment de partage. Ils se rencontrent vraiment parce qu'ils ne se voient pas, donc ils n'ont pas d'autre choix que de se parler pour faire connaissance, puis surtout quand ils se découvrent après, ils se disent « Ah mais je te voyais pas comme ça !» Donc c'est vraiment des moments intéressants. Et puis la troisième phase, c'est les voyages. Et je me suis dit, j'aimerais bien que mes défis aillent au-delà des frontières de la France. Et pourquoi pas sur mes terres d'origine. Essaouira. Alors, pas Essaouira, mais le Haut-Atlas, qui est un territoire berbère en général. Parce que moi aussi, j'avais envie de renouer avec ma terre. Et parce que je connais mon peuple. Et je sais que c'est un territoire où on va nous accueillir avec bienveillance, où on va vraiment aller pouvoir rencontrer les gens, qu'on ne va pas se confronter à des portes fermées. Et puis il y avait l'espace, il y avait les conditions, c'était pas loin, moi j'avais des contacts, enfin il y avait un ensemble de choses qui fait que c'était facile pour moi de l'organiser. Ouais, de l'organiser. Et donc j'organise des treks 3 fois par an, où j'emmène pas plus de 12 personnes. Ça dure combien de temps ? 1 semaine. Et donc c'est un trek qui est accessible, je le fais en tout cas de manière à ce que ce soit accessible à un maximum de personnes. Ce n'est pas une randonnée, ce n'est pas un concours de physique ou de sport extrême. C'est un parcours, dernièrement j'ai emmené des femmes qui avaient 65 ans, pas forcément une super forme physique, et qui ont tenu la marche pendant 1 semaine avec... Sans difficulté particulière. Ils marchent la journée, le soir vous arrêtez chez l'habitant ou c'est ça. Chez l'habitant. Hein. Donc on arrive au Maroc, soit à Maison d'hôtes ? Alors non, des gîtes. On fait que des gîtes. Et chaque jour, on fait une 15aine de kilomètres. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire de trek sans défi, puisque l'idée c'était d'aller encore confronter les gens à d'autres peurs. Donc c'est une partie de la journée qui est consacrée à la marche, et la deuxième moitié de journée qui est consacrée au défi, pour aller à la rencontre de la population, de la culture et aussi du territoire. Et donc ça permet aux gens d'avoir une vraie connexion avec l'endroit et les gens qui habitent là-bas. Alors, en tous les cas, je te remercie de nous avoir bien expliqué. Je pense que ça peut-être donner envie aux gens d'y aller. J'espère. Donc comment ils vont te contacter ? Parce que comme l'émission touche à sa fin, et qu'on pourrait t'écouter des heures, ça vient parce que c'est tellement intéressant. J'allais te relancer, moi, sur la bienveillance tout ça et tout. Mais comme l'émission, on est obligé de s'arrêter à un moment, sinon les gens ne peuvent le suivre. Comment on peut... Donc il y a un site, il y a quoi pour te retrouver, pour venir échanger avec toi ?
On peut bien sûr aller voir les photos, les vidéos sur ma page Facebook, Extrême-Orient. Extrême-Orient, voilà. Voilà, vous l'avez écrit dessus, c'est voilà. Sur l'Instagram aussi, Extrême-Orient. Extrême-Orient, Instagram, voilà. Et un peu plus de détails sur la démarche sur le site www.extrêmeorient.com. Ben voilà, vous avez tout. Samira, merci. Merci à qui On n'a pas eu le temps d'aller plus loin, Bah dommage, oui, mais il fallait couper. En tous les cas, nous, sur ce, on se quitte avec un nouvel invité. Et vous avez vu que c'est toujours des gens qui nous enrichissent en permanence. Et c'est grâce à vous s'ils sont là. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, pour celles qui n'ont pas encore, et ceux, pardon, qui n'ont pas encore dîné, bon appétit. Pour les autres, une excellente soirée avec les gens que vous aimez. Bonsoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine.